Voilà, bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous. Excusez-nous du retard, il y avait des problèmes de transport à Paris, il y a des problèmes de transport à Paris aujourd'hui. SOS Casamance nous accueille. Je vais donner la parole à son responsable, directeur, qui est ici depuis une vingtaine d'années et que j'accompagne avec l'excellent Raymond Semoedo aussi depuis plus de 20 ans. Une association qui a pignon sur rue dans le 18e. Il y a deux associations que j'estime beaucoup en Île-de-France, c'est SOS Casamance et Khaleyi de Anna qui est là. Ce sont les deux que je connais très très bien dans le 18e et qui font un travail excellent, je dis bien, excellent, et je tiens à les saluer, à les remercier. Ce sont deux jeunes qui font véritablement un travail dans un quartier pas facile, mais ils tiennent. Et ça, il faut les féliciter. C'est pourquoi Raymond, moi, Sougou, différentes personnes les accompagnent quand ils ont des activités. Depuis un certain temps, nous faisons beaucoup de conférences ici sur la polygamie, sur différents sujets. Donc, je voudrais remercier Silla pour ça. Et aujourd'hui, il nous accueille. Silla, tu es sur ton téléphone. Dans la tradition de Bignona et de Casamance, normalement, tu dois accueillir les gens pour leur souhaiter la bienvenue. Mais oui, ça, c'est une tradition, mais en fait, la tradition également. Je voudrais que quand, comment on appelle, les jeunes accueillent les anciens, ah ben, les anciens sont chez eux. Voilà, donc, ceux qui organisent, ceux qui font, ben, on les suit. Okay. Alors, je sais que sur cette base-là, c'est pas que bien voulu. Merci. Tu connais bien la raison de chez toi, donc moi je t'accueille pas, c'est toi qui organise. Tu es vraiment chez toi. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu aussi. Merci à tout le monde pour ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux que je vois pour la première fois. Mais sinon, pour la plupart des gens, je crois que c'est des visages que j'ai connus, que j'ai croisés, et puis voilà. Donc, c'est un peu de conférence, et puis j'espère qu'on va beaucoup apprendre parce qu'il y a des sommités ici. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc on a initié cette rencontre. Je suis vraiment très très content. Ça fait plus de 18 ans qu'on avait initié quelque chose, que Sam, Seydina, Karfa, Chérif, ah ben oui, on ne peut pas oublier Chérif, puisque c'était dans son restaurant qu'on posait nos valises pour tenter de changer le monde. Donc vraiment, je suis énormément content de cette opportunité, de cette occasion. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui. J'ai rencontré il y a 2-3 ans Sékou. Il se trouve que nous faisons relativement la même chose sur l'interculturalité, le vivre ensemble, le partage, etc. Et depuis, on ne se quitte pas. Et il m'a dit, Pape, il faut qu'on fasse des choses. Et avec Sam, on en avait déjà parlé. J'ai dit, mais ça tombe bien. Nous, on est pour la fusion des compétences. Mutualiser les compétences. J'en ai parlé à Sékou, j'en ai parlé à Sam qui m'a dit bah, ça tombe très bien, c'est ce qu'on veut. Hein, renouer avec la tradition, ce qu'on savait faire, voilà, mais chacun a ses activités personnelles, professionnelles, etc. Et on a pensé qu'il fallait remettre les choses en place, puisqu'effectivement l'Afrique doit parler à l'Afrique, l'Afrique traverse des moments difficiles, et c'est ainsi que je vais donner la parole à Sam pour contextualiser. Et merci encore Sam de venir de Vendôme. Voilà. Loir-et-Cher. Oui, merci Silla pour l'accueil. Merci, chers compatriotes, chers amis. Effectivement, l'ASI, l'Alternative sénégalaise internationale, a été créée en 2003. Les statuts ont pour adresse chez Karfa Diallo à Bordeaux. La réunion préparatoire et le siège, c'était chez Chérif dans son restaurant à le 11e. Voilà. Et avec Seydina, on quittait effectivement les Yvelines pour venir effectivement rejoindre cette animation. Donc, c'est vraiment, et également dans toute l'organisation et la structuration, on a travaillé également avec Pape qui est là pour justement mettre en place un programme d'activité qui avait bien fonctionné. Et puis, donc, c'est un plaisir pour moi, effectivement, de vous retrouver. Nous sommes partie intégrante des diasporas africaines.
des diasporas africaines et nous sommes également citoyens du monde. Alors, le sujet que le sujet sur lequel je vais vous dire quelques mots porte sur une conférence d'1h30, mais j'ai vraiment synthétisé très rapidement un survol de 10, parce que lorsqu'on a préparé, on s'est dit 10-15 minutes maximum pour chacun, hein, de manière à pouvoir discuter. Hein. Il ne s'agit pas de faire, voilà, c'est vraiment des propos introductifs qui vont permettre un échange. Et donc le sujet porte sur le rappel historique dans les rapports entre les pays du Nord, les pays génératrices de puissance industrielle et économique, parce que je suis expert en pratique sociale du développement du territoire. Et donc depuis quelques années, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc les rapports entre ces pays générateurs de puissance industrielle et économique et les pays du Sud, notamment les pays d'Afrique. Et justement, dans ce rapport, les conséquences en matière de développement et de sous-développement. Voilà. Comprendre vraiment, on est dans cet objectif d'aider à percevoir justement pourquoi on en est là. Voilà, pourquoi on en est là, des pays qui sont en puissance industrielle, qui sont tout puissants, et un continent qui a du mal à sortir. Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, je vais synthétiser très, très rapidement. Voilà. Et donc, mon œuvre, justement, c'est vraiment de la compréhension des processus initiaux du développement dans ces pays-là que l'on nomme, dans la région du monde que l'on nomme pays du Nord, les pays, la fraction du monde très industrialisée et économiquement riche. Par opposition à cette fraction du monde qui est économiquement pauvre, selon les lois du marché, je veux dire. Hein. Et le rappel justement de ce processus commun nous intéresse, nous Africains, ce processus commun d'évolution économique et sociale de ces deux régions du monde. Et mon objectif vraiment, c'est de créer un déclic d'un renouveau, d'une pensée africaine plurielle et dégagée de la continuité historique postcoloniale. Vraiment, je suis là-dessus, hein. C'est vraiment mon credo. Comment, voilà. Et parce que quand on veut parler des problématiques de développement et de l'accumulation des richesses à l'échelle mondiale, on ne peut pas le faire justement ni le comprendre sans référence à l'histoire. L'histoire, en l'occurrence, le trafic triangulaire. Là, je pense que c'est un sujet qui est bien connu de Alpha Diallo. Donc, la colonisation, hein, et la décolonisation, et également sans recours justement à l'interprétation des décalages et conflits nés des contradictions culturelles. Donc ça, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Donc, alors, cette continuité historique post-coloniale, je dirais, approximativement part du XVe siècle. Depuis que les Européens, par leur volonté de se développer expansionniste, ont imposé leur présence active dans les espaces géopolitiques du continent africain et américain, notamment en Amérique latine. Donc, depuis le XVe siècle. Donc, ainsi commençait à naître, sous une forme, bien entendu, qui a bien évolué, un système de dépendance entre ces pays du Nord, connaissant une croissance et un développement économique, assortis de puissances militaires, et des pays du Sud, dont les moyens économiques, politiques militaires ne permettaient pas de résister à la domination des premiers. Et alors, il faut comprendre que le déséquilibre des rapports s'accentue à partir du XVe siècle, quand ils ont mis leur pied en Afrique et en Amérique latine. C'est aussi le début de l'adoption de ce qu'on appelle le schéma de la pensée dualiste, c'est-à-dire développé et sous-développé. Ceux-là sont développés, ceux-là sont sous-développés. Alors, ils l'ont fait pour marquer l'écart entre ceux qui sont devant et qui se considèrent comme civilisés,
et ceux qui sont derrière et que les premiers considèrent comme arriérés, voire sauvages. Donc là, vraiment, la référence dualiste est née à partir de là. Alors, je crois que c'est important d'avoir ce point de repère historique pour comprendre justement les ressorts de l'avance des uns, des Européens, et justement les freins du retard des autres, des Africains. Parce qu'avant cette présence européenne sur le continent africain, et les effets d'accumulation et de richesse, et d'enrichissement qui en ont découlé, l'Europe rurale de l'Ouest, quand je parle de l'Europe rurale de l'Ouest, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, etc., depuis cette période médiévale, sont des types de sociétés paysannes. Là, je parle avant le développement. Ce sont des sociétés de type paysanne, autocentrées, une organisation socio-économique domestique, cellules de base de production économique, et là où ils développaient justement des stratégies de lutte contre leur propre pauvreté. Une société largement seigneuriale et presque exclusivement agricole, peu productive et marquée par l'archaïsme féodal. Et dans le domaine de la santé, une mortalité infantile élevée et une hygiène de vie désastreuse. Ça, on parle d'avant le développement. Dans cette même période, il y avait la pratique de ce qu'on appelle le servage, comme une adaptation de l'esclavage avec une dépendance héréditaire à l'égard des maîtres du sol. Cette pratique était de rigueur. Il faut aussi rappeler que dans la civilisation romaine, dans cette période-là, une distinction juridique fondamentale séparait les hommes en deux catégories, les libres et les esclaves. Les premiers relevaient de la loi et des institutions publiques, les seconds étaient la propriété privée de leur maître. Ça, c'est en Europe. Il faut bien qu'on le comprenne. Dans le domaine de l'éducation, avant que l'école ne s'organise, l'école se faisait dans le cadre familial et était fondée justement sur des différences sociales. Alors, ça c'était avant le développement. Cette référence dualiste développée, sous-développée donc à partir du XVe siècle, commence vraiment à prendre une forme de réalité avec le poids du phénomène colonial, qui accentue son effet majeur dès le XVIIIe siècle en faveur de l'Europe, qui commence véritablement à creuser l'écart économique avec le reste du monde. Alors, le premier phénomène colonial, c'est le trafic triangulaire. L'esclavage, le trafic triangulaire. Système fondé sur un rapport de force, bien entendu. Là, je ne vais pas développer pour gagner du temps. Vous savez ce qui s'est passé. Un système donc, qui va fonctionner jusqu'au début du XIXe siècle et qui s'accomplit de gré ou de force, il faut le préciser, avec des souverains africains esclavagistes aussi. On en a élu. Alors, ce trafic extrêmement juteux, rémunérateur et soutenu par les États d'Europe constitue le levier qui a accéléré sensiblement l'accumulation du capital et qui a permis de voir surgir dans les pays européens la première révolution industrielle. Finalement, c'est l'esclavage qui a nourri, qui a permis le capital, l'accumulation, et pour faire déboucher la première révolution industrielle. Par la Grande-Bretagne vers 1780, puis la Belgique, la France, la Suisse au début du XIXe siècle. Ensuite, les pays de la deuxième vague, donc l'Allemagne, l'Autriche et les États-Unis, qui s'industrialisent à partir du milieu du XIXe siècle. Le Japon à partir de 1868, puis la Russie à la fin du XIXe siècle. Il faut avoir à l'esprit que ces révolutions industrielles ont permis la découverte des minerais, les innovations, l'exploitation des nouvelles sources d'énergie et ont marqué des tournants décisifs dans l'histoire des rapports dominants entre nations. Alors, et c'est dans la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945 et jusqu'aux années 1950, que commence à se poser véritablement la problématique du sous-développement des pays du Sud.
et les contextes successifs installent ce qu'on appelle aujourd'hui le marché du développement, qui commence véritablement avec les indépendances des années 60. Et dans un contexte où les principales puissances économiques, dont j'ai cité tout à l'heure, industrialisées, apparaissent plus préoccupées de maintenir leur contrôle politique et économique sur des régions du monde fragiles que d'en assurer ou d'en accompagner le développement. Et il y a eu la question à ce moment-là aussi de la démocratisation et de la participation populaire au développement. Et dans un contexte où les États post-coloniaux, ceux qui ont accédé à l'indépendance, un peu partout, parfois contrairement à l'idée générale, parce qu'on peut porter un héros, les pères de l'indépendance, mais il faut savoir, quand on fouille un peu, les États post-coloniaux indépendants et leurs élites qui en sont issus, dont nos différents premiers chefs d'État, n'ont fait que poursuivre la logique pour la plupart. Certains ont essayé de modifier, mais ils n'ont pas réussi. Mais pour la plupart, ont essayé de poursuivre justement la logique du projet colonial de développement, à savoir cette continuité historique de ce qu'on a appelé, ce qu'ils avaient appelé quand ils étaient en colonisation, la mise en valeur coloniale. Ça veut dire qu'on vous accompagne et on fait la mise en valeur coloniale, mais on évacue les richesses et les cultures de rente vers chez nous. Et ça nous permet, le développement se poursuit. Et on construit les voies d'évacuation. Parce que les routes, les aéroports, les ports, c'était des voies d'évacuation des richesses. C'était pas effectivement pour le bien-être des populations, c'était effectivement pour pouvoir évacuer effectivement les richesses. Voilà. Alors, je vais vers la fin. Alors, constat d'échecs successifs de 1950 à nos jours en matière de développement. Le constat est général. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, justement, malgré la mobilisation d'experts internationaux, de financiers, d'économistes pour faire valoir les théories fondées sur le rattrapage en disant, bon, ils vont faire comme l'Europe a fait, on va rattraper, on va mettre de l'argent, voilà. Et malgré ces milliards de dollars présents dans le système financier de coopération au développement, malgré les évolutions des nouvelles approches de la politique de l'Union européenne et des bailleurs de fonds, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? On met de l'argent, et puis on décide de ce qui gouverne, hein, et puis ben, ça ne marche pas. Malgré tout cela, on a justement eu des échecs successifs depuis 1950. Alors, aujourd'hui, les problématiques demeurent. C'est d'ailleurs le sujet central de nos réflexions, parce que le mal développement est toujours là. La nouvelle approche de développement local, parce que dans les années 80-90, les pays européens ont adopté ce qu'on appelait la décentralisation. Et tout de suite, on est dans le mimétisme. On dit on décentralise aussi dans les pays africains. La décentralisation. Et malgré effectivement cette approche de développement local impulsée dans les années 90, on se heurte à ce qu'on appelle le double paradoxe de la viabilité. Pour être plus simple, alors, depuis, on a plein de projets en Afrique. Hein? L'aide publique au développement, l'AFD, et donc beaucoup de milliards qui sont investis et qui fait travailler des nationaux ici, européens également, beaucoup. Parce qu'on a connu, ça a contribué aussi. Et il y a une nature politique de cette aide-là. On l'a vu avec les sanctions, justement, contre des pays qui ont voulu s'affirmer. On dit, allez, on coupe le robinet. Et donc, le double paradoxe de la viabilité, c'est que c'est important, vous, acteurs de développement, nous tous, qu'on sache que le premier paradoxe, c'est le paradoxe des activités temporaires et des effets durables. C'est-à-dire que il y a des financements en Casamance ou ailleurs, on met par exemple 100 000 €, mais ce sont des activités temporaires. Mais avec une aspiration des populations pour des effets durables.
Donc là, on est sur un premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est le paradoxe de la dépendance et de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est comme un robinet. On attend le financement venant d'ici, donc c'est une dépendance. Ah oui, ça, il faut, on fait l'appel à projet. Et en même temps, on aspire à l'autonomie. On est dans ces deux paradoxes, le double paradoxe de la viabilité des projets. Alors, cette approche de développement local, le développement local qui dit, bah, au lieu de venir construire un puits dans un village, il faut que le besoin essentiel de ce puits s'exprime à partir de ce village, des villageois, et qui soient vraiment acteurs de leur projet. Cette approche de développement local se heurte aussi à une impuissance des collectivités territoriales locales, je parle bien africaines, incapables de tenir leur rôle d'acteur, d'appui et d'accompagnement dans l'écosystème local. Lorsqu'ils, dans les pays européens, ils ont mis en place la décentralisation, ça a été poursuivi par une autonomie financière et administrative. Dans nos collectivités, nos mairies, il y a un accompagnement des projets et puis un système de production locale, des PME, tout, ils sont acteurs, contrairement à ce qui se fait en Afrique. Quand vous accompagnez en Casamance un projet, mais les communes n'ont pas beaucoup de moyens. Hein. Il y a des communes qui sont volontaires, qui accompagnent même sans moyens, mais il y a d'autres qui se mettent de côté dans certains villages. Alors, l'autre point dans les problématiques qui demeurent, c'est que les voies d'évacuation construites durant les périodes coloniales servent toujours à évacuer vers les pays génératrices de puissance nos ressources, les ressources naturelles. L'or de Kédougou sort toujours par les voies. Le fer du Mali, le fer de la Mauritanie sort toujours. Le cobalt du Congo sort toujours. L'instabilité politique touche de nombreux pays du continent. Là, récemment, l'actualité concerne le Sénégal. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On aura des échanges sur ce sujet si vous le souhaitez. Et il y a le slogan « L'Afrique aux Africains » qui est de pleine actualité et qui est une aspiration, justement, à prendre notre destin en main. Ça, c'est le peuple qui parle. L'Afrique aux Africains. Même s'ils ne sont pas toujours entendus, hein, mais c'est le peuple qui parle. L'angoisse pour l'avenir d'une grande partie de la jeunesse africaine qui se manifeste par des prises de risques démesurées pour fuir le continent demeure également une préoccupation majeure. Alors, je termine par quoi faire. C'est mon dernier diapo, quoi faire. De mon point de vue, il convient d'aller vers ce renouveau. Bonjour. Walaikum salam. On continue. Ouais. Donc, première proposition, et qui, moi, me mobilise beaucoup, et je pense que je la partage avec beaucoup, c'est aller vers ce renouveau d'une pensée africaine plurielle et dégagée, entre autres, de la continuité historique postcoloniale. De se dégager du mimétisme. On est dans le mimétisme. Les pays européens créent quelque chose, tout de suite, c'est transféré. L'histoire de la décentralisation est là. C'est des coquilles vides, les mairies, voilà, il n'y a pas d'autonomie. Parce que nous savons que nos modèles socioculturels africains, justement, sont des modèles communicants et qu'à un moment donné, en Afrique, si nous nous entendons, nous pouvons faire quelque chose. Donc, cette rupture, il faut la faire. Deuxième point très important que moi j'essaie de discuter dans mes cercles d'autres réseaux, où ça parle, alors, c'est la transformation de nos ressources naturelles in situ, sur place, qui ne devraient plus être exportées dans leur majorité, à l'instar de la décision du président indonésien, qui a décidé en 2020, parce qu'il y a beaucoup de nickel, et que l'électrique a besoin du nickel, il a imposé, justement, que les entreprises étrangères exploitent sur place. Et donc, il a interdit ses exportations de minerais concernant le nickel en 2020. Et donc, il s'agirait d'obliger
les entreprises à traiter et à produire sur place les ressources extraites afin que les populations locales puissent en tirer un bénéfice par la création d'emplois et d'activités locales. Voilà, ça c'est une proposition très importante et je crois que ce qui est pertinent, c'est qu'on démultiplie justement cette diffusion de ces... Voilà, il faut le marteler. Il faut, pour s'en sortir, il faut imposer que nos ressources naturelles dont les autres ont besoin, qu'on puisse justement les transformer, les exploiter et les transformer. Voilà. Et troisième chose, ça dépend de chaque pays, mais très important, il faut rendre concret ce qu'on appelle la relation de transitivité, décentralisation et développement local. Quand on a un projet dans un village, avec une aide extérieure, parce que la diaspora contribue beaucoup, il faut qu'on arrive à ce que nos collectivités, les mairies, puissent être des acteurs incontournables et qu'ils puissent accompagner avec des moyens financiers. Donc, il faut revoir cette question de décentralisation et pour que les collectivités locales puissent soient effectivement dans la capacité d'accompagner techniquement et financièrement les projets de développement local. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, de votre attention. Voilà. Merci Sam. Un brillant exposé qui a fait une historiographie effectivement de la situation. Mais je n'aimerais pas développer parce qu'on est pris par le temps. Il nous reste 1 heure. Et j'ai envie que l'échange soit véritablement fructueux. Maintenant, je passe la parole à notre ami Sekou. Merci en tout cas, merci à tous et merci Sam. Je vais aller dans la continuité de ce que Sam a dit, en essayant de partager avec vous ce que j'ai pu retenir en 2000 en participant à une conférence que le professeur Théophile Obenga avait organisée, animée sous l'égide de l'Institut d'égyptologie et des civilisations africaines qu'anime le professeur Jean-Charles Coly-Gomez. C'était en 2008, le 8 juillet 2008, à l'AGK. Je vais juste partager avec vous ce que j'ai pu noter là-bas et peut-être ça va nourrir des échanges qui vont venir. Et je reviens, je dis que c'est la continuité de ce que ça m'a dit. Le problème qui se pose, c'est comment expliquer le fait que depuis plus de 500 ans, l'Europe n'arrive pas à développer l'Afrique. Une hypothèse s'impose. Si l'Europe n'a pas réussi à développer l'Afrique depuis plus de 500 ans, c'est que ce qui intéresse l'Europe n'intéresse pas l'Afrique. Ou ce qui intéresse l'Afrique n'intéresse pas l'Europe. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est tout à fait naturel que nous ayons, nous décidons de renouer avec nos autorités. Le postulat n'est pas. C'est clair que ça. Si c'est naturel pour eux, c'est aussi naturel pour nous. Alors, dans cette conférence-là, le professeur Théophile Obenga disait que si le mariage n'a pas marché entre l'Europe et l'Afrique, c'est parce que le mal est profond. Le drame historique africain, il l'a quantifié de 4 manières. Premièrement, il dit 4 siècles de traite négrière, 1 siècle de domination et d'exploitation, 1 siècle d'apartheid. À cela vient s'ajouter le partage de l'Afrique comme un gâteau abandonné. Ces mots-là, penser ces mots-là en qualité d'infirmier, c'est ce qui est difficile. Il faut commencer par quantifier les plaies, regarder la catégorie des plaies et la nature de chaque plaie. Le premier mal vient de là, d'après Théophile Obenga. Donc, il continue. Et il dit que si vous prenez par exemple la catégorie, donc ça c'est la catégorie historique, les 4 siècles de traite, d'esclavage et ainsi de suite. Et il continue. Il dit, après vient le drame physique. Donc, ce mal-là,
500 ans de souffrance ne se traitent pas en une journée ou en un mois. C'est un traitement de longue durée. Donc il faut miser sur les générations à venir. Il faut mettre en place un projet, une vision, tracer une ligne et faire en sorte que tout le monde s'approprie, comme il vient de le dire. Si vous amenez un projet dans un village, si la population du village n'adhère pas, c'est de la peine perdue. Il faut que la population s'y retrouve, s'approprie du projet et le vivifie. Donc, il dit que ce drame historique vient s'ajouter le drame physique. Le professeur Théophile Benga, c'est des notes que j'ai prises, je voudrais partager avec vous pour animer les échanges. Il dit que dans le drame physique, il y avait donc des chaînes, nous avons vu, des chaînes d'esclavage, des chaînes sur le cou, sur les pieds. Il parlait des pendaisons, des assassinats, des villages incendiés. Ce lourd passé historique physique ne s'oublie pas en un jour. Donc, il y a tout ça qui est aggravé dans notre mémoire et qui nous fait souffrir, qu'on soit conscient ou pas. Quand on dit que les Africains ne sont pas efficaces, c'est parce que le mal est dans les gènes. Ils ne s'expriment pas comme ça. Et donc, il continue. Drame historique, drame physique. Il vient maintenant, il vient sur le drame culturel. Il dit, dans ce drame culturel, il y avait le racisme au plan social. Il y avait la colonisation au plan politique. Il y avait l'africanisation, l'africanisme qui qualifie les Noirs de bons sauvages, de cannibales, de primitifs, de non civilisés, de colonisés, de tiers-mondistes, de sous-développés. Tout ça pour nous dénigrer, c'est-à-dire nous rendre impuissants psychologiquement et intellectuellement. Le but, ça me l'a dit. Leur but, c'est comment entretenir le sous-développement de l'Afrique pour continuer à assurer le développement de l'Occident. C'est leur équation. C'est ça que ça me dit. Donc pour cela, il faut nous faire croire que nous sommes bons à rien. Il faut nous faire renoncer à notre propre projet. Pour cela, il faut, comme disait, je l'ai dit tout à l'heure, Ibadet Thiam disait qu'il s'agit pour nous de décérébrer et recérébrer ce que le blanc avait décérébré et recérébré. Quand il est venu il a commencé pour décérébrer, pour mettre en place son projet. Donc nous allons prendre le sens inverse. Ce qu'il a décérébré, ce qu'il a recérébré en décérébrant, nous allons le décérébrer pour recérébrer ce qui était à nous. Alors, le professeur Ibadet Thiam continue toujours. Cette fois, c'est le drame spirituel. Drame historique, drame physique, drame culturel. Maintenant, drame spirituel. Dans ce drame spirituel, il a cité le noir, c'est un païen, le noir, c'est un sorcier, le noir, c'est un fétichisme, le noir, c'est la vie mystérieuse, rien n'est clair chez lui, c'est des arts primitifs, donc des arts non historiques. Nous ne sommes pas des hommes d'histoire. Ce que nous avons, c'est que voilà, tout est primaire, rien n'est structuré, rien n'est correct. Alors, il continue. Il dit l'Afrique ambiguë. Et il continue. L'Afrique mal partie. Et il continue. L'Afrique balkanisée. Il continue. L'Afrique sud-américanisée. L'Afrique aux économies éparses. L'Afrique non intégrée. Il continue. L'Afrique avec ses perpétuelles guerres civiles. L'Afrique avec ses maladies endémiques. L'Afrique avec ses impuissances politiques. Tout ça pour nous casser psychiquement et intellectuellement. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'en être conscient et de récupérer notre espace mental. Premier objectif. Donc, maintenant, Théophile, il soulève une question. Que faut-il faire? Perpétuer le drame ou le transformer? C'est ça m'a dit. On a le choix. Ou on continue, ou on décide de renaître. Et dans cette renaissance-là, ça m'a dit, que faut-il faire? Renoncer avec le blanc ou revoir avec lui l'histoire à continuer? Donc, voilà, on a une équation maintenant à déterminer. Maintenant, à nous de trouver des solutions et le problème est difficile, c'est-à-dire comment penser les plaies et comment repenser la suite. Voilà les équations sur lesquelles je voudrais qu'on
qu'on échange par rapport à ça, ce que ça m'a dit. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Je finis et puis je te donne. C'est ça. Ok. Alors, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas commenter les propos de mes amis puisqu'on est pris par le temps. Je voudrais juste prendre la parole et aborder aussi le sujet qui nous préoccupe. Le mien, depuis 1 an, je travaille sur une question qui s'intitule « L'Afrique doit parler à l'Afrique ». C'est le professeur Ramatoulaye Diagne Beng, la sœur de Souleymane Bachir Diagne, avec qui j'ai co-animé la Nuit de la philosophie en 2022 au Sénégal, que j'ai rencontré par accident, qui est venu au Gingembre littéraire au Monde en janvier 2023, qui a initié ça lorsque les Tunisiens se sont dérobés, ont voulu se dérober de l'Afrique. Vous savez, en temps de crise, chacun a essayé de tirer le drap de son côté. Ils ont voulu être en Afrique et ne pas être africains. Alors, c'est un paradoxe qui est difficile à gérer, mais pour le bon sens, c'est extrêmement simple, puisqu'ils sont en Afrique. Cheikh Anta Diop l'a bien démontré avec l'Égypte. Alors, nous traversons une crise depuis très longtemps. Il y a une avocate malienne qui a dit qu'on a eu 60 ans d'indépendance, plus de 40 coups d'État. Elle a énoncé les mots. Vous connaissez cette vidéo qui est virale. Une brillante avocate. Et j'aurais même aimé commencer en proposant son discours tellement c'est pointu et d'actualité. Donc l'Afrique doit parler à l'Afrique, parce que si nous ne nous parlons pas, nous ne nous en sortirons pas. Il y a eu la Journée mondiale des cultures africaines à l'UNESCO et j'ai animé un sujet dans le 12e et Agnani était là et je remercie Agnani d'être encore ici. Tout simplement pour dire que il est urgent qu'on s'unisse. On est très dispersé, on n'est pas organisé, vous l'avez bien dit. Il y a beaucoup de mots. On nous a aliénés. Il suffit de penser à Cheikh Anta Diop, de penser à Fanon, de penser à tous ces grands intellectuels qui nous ont effectivement lessivé les yeux pour voir l'aliénation et le sentiment d'imposture, ce qu'on appelle le sentiment d'imposture, parce que c'est nous montrer que nous ne sommes pas à notre place. Mais de quel droit est-ce qu'ils doivent nous placer? Pour quelle raison nous ne devons pas prendre la parole et nous dire? En tous les cas, moi, personne ne prendra ma place, je dois me dire. Et vous êtes là, vous vous dites, mes amis que je connais très bien, Sam, etc., quand nous sommes dans des sphères, nous ne baissons pas la tête. C'est ce que j'enseigne dans les instituts, c'est ce que j'enseigne aux jeunes de la seconde génération, etc. Mais pour cela, il faut savoir. Il faut écouter Sam, il faut écouter Sekou, il faut écouter Anna, il faut écouter Raymond, etc. Il faut qu'on s'écoute pour apprendre. Et Kizerbo disait, éduquer ou périr. Éduquer ou périr. Bien, c'est pourquoi nous, on essaye d'installer ce genre de rencontre-là pour d'abord échanger, poser les problèmes et envisager des solutions ou des stratégies. Il y en a plein. Chacun travaille dans son coin, mais si chacun travaille dans son coin, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace du tout. On dit que la brindille toute seule, on la casse. Mais quand vous joignez les brindilles, il sera difficile de la casser. Donc nous, notre objectif, en tout cas moi, ma philosophie, c'est une philosophie du partage, c'est une philosophie de l'unité. Même dans la divergence, on finira par trouver un consensus pour avancer. Sinon, ce sont les autres qui vont profiter de nos faiblesses. C'est diviser pour mieux régner. Vous le voyez très bien, ce qui arrive. Hein. Ce n'est pas compliqué, hein, la géopolitique africaine, elle est très simple. Et, j'y vais tout de suite, nous sommes fautifs. Nous sommes fautifs. Heureusement qu'on a sauvé le Sénégal. Hier, on était avec Silla chez une députée ici, Madame Obono, qui nous a sollicité pour entendre la voix des autres, des citoyens simples. Parce qu'il dit, on entend tout et n'importe quoi. Mais vous, vous êtes sur place, ben, je veux vous écouter. Je veux vous expliquer. Chacun a parlé, elle a pris note, parce qu'elle dit qu'elle ne fera pas d'ingérence, mais au moins, il faut qu'on suive
ce qui se passe au Sénégal. Il y a des pays qui ont commencé effectivement à se désaliéner, à couper le cordon ombilical. Je pense avoir entendu la notion de couper avec madame là-bas. Il faut couper. Hein? Platon dira il faudra couper et cautériser. Hein? Il faudra couper. Même si on ne coupe pas, mais il faudra convenir d'une nouvelle façon de relationner. Il faut qu'on revoie, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Même si l'Afrique est un accident géographique, je prends l'exemple du Zaïre, c'est un accident géographique, le sous-sol est riche. Et je dis très souvent, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Elle est appauvrie par ses propres fils, les intellectuels, les politiques, qui appauvrissent l'Afrique. Je pense que c'est avec Raymond que je discutais, et il me disait, il rentre du Sénégal, il a vu des jeunes avec beaucoup de millions, et ils veulent venir ici. Avec 1 million, on fait quelque chose. Agnani, tu le sais très bien, tu fais du développement aux Comores, etc. Avec 1 million, on peut faire quelque chose, mais 7 millions, on peut faire plus. Bien. Donc, il a vécu, c'est un sociologue, il a vécu en direct des situations qui sont extrêmement ubuesques. C'est pourquoi je dis, nos rencontres ici ne sont pas banales. Ça va permettre tout simplement d'initier des rencontres qui vont nous permettre d'échanger et de mutualiser nos compétences pour transformer cette Afrique qui a besoin de nous. La diaspora et les locaux doivent travailler la main dans la main. Cela dit, il y a un grand contentieux, quelqu'un comme notre ami Raymond Semodo qui mérite d'enseigner dans les universités sénégalaises n'est pas pris. Notre ami Lamine Sagna qui est aux États-Unis n'est pas pris. Etc., etc., etc. Vous voyez que le mal est en nous. Le mal est en nous. Et Seydina, un de ses amis qui est un spécialiste de l'éducation, parlait effectivement d'éducation, comment gérer la pauvreté par l'éducation, etc. C'est un ami Sega, j'ai son bouquin ici. Ce sont des sujets, il y a des intelligences en Afrique, beaucoup d'intelligence. Ce qui nous manque, et je le dis toujours, on n'est pas rigoureux, on n'est pas pragmatique, on n'est pas organisé, on se maraboutise. C'est un sujet aussi sur lequel je travaille depuis 1 an. Marabout, sorcellerie. Je vois Sam qui réussit et je vais voir le marabout du coin, je lui donne 100 000. Je lui dis, arrête Sam, il est en train d'évoluer. Au lieu d'applaudir Sam, comme aux États-Unis. Je vois Anna qui brille, je dis, non, elle ne doit pas briller, hein. Tu le casses, hein. C'est comme ça que nous faisons pour ne pas arriver. Et je suis très content des nouveautés qu'il y a et qu'on ne soupçonne pas. Et je salue ici nos amis antillais qui, depuis un certain temps, comme quelqu'un comme Marius, avec son équipe, son frère, etc., investissent le Sénégal, le Togo. Nous avons beaucoup, comme vous savez, il y avait un mouvement au Ghana des Américains noirs qui voulaient faire le mouvement retour. Nous avons des amis antillais, des amis haïtiens qui font un travail formidable, mais dont on ne parle pas beaucoup. Et il est temps d'en parler. S'il y a des malentendus, par la discussion, nous arriverons à quelque chose. J'ai fait une grande conférence quand j'étais plus jeune à Besançon sur le malentendu entre Antillais et Africains. Et la jeune génération qui a bien compris ici qu'elle est française par les papiers, mais rejetée autrement. Il y a le bimudum, il y a des films, etc. qui expliquent très bien. Et notre ami Césaire l'a bien dit, le nègre t'emmerde. Vous connaissez ces célèbres phrases. Il est temps que nous nous parlons et il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on s'organise pour être efficace et concret. Il est temps qu'on essaye d'impulser des dynamiques, de proposer, mais pour autant, il faut qu'on nous écoute. Notre difficulté, c'est qu'on ne nous écoute pas. Et ça, c'est véritablement difficile. Avec Asie, on avait des idées, on avait proposé des choses, on a écrit. Mais quand ils sont entre eux, ben, ils vous marginalisent. Vous n'êtes pas bon. Non, vous venez prendre notre place, ils disent. Ils disent, hein, Raymond, tu connais très bien ça. Tu viens prendre ma place. Anna, Silla, vous venez prendre nos places. Ning, vous venez prendre notre place. Mais Ning, il a besoin de collaborer voilà. Parce que Ning, il a des collègues sénégalais formés au Sénégal qui sont aussi bons que Ning et Anna. Ils peuvent collaborer et améliorer.
C'est aussi simple que cela. Mais non, ils vont dire, ah non, Lingué va venir nous prendre ma place. Hein. Non, 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 ils vont le liquider. Ils vont même aller voir un marabout, un praticien. Non, je suis contre eux. Hein. Je suis très fâché contre ces gens-là. Il faut qu'ils aient un métier. Donc, il faut que l'Afrique se réconcilie avec l'Afrique. Il faut que l'Afrique parle à l'Afrique. Et nous, ici, il faut qu'on se solidarise, qu'on s'écoute, qu'on travaille ensemble, qu'on pense à nos enfants. Je travaille beaucoup sur la formation de nos enfants, les alternances. Vous avez vu mes articles sur les alternances et je remercie tous mes amis qui sont ici. À chaque fois que je parle de ça, même s'ils ne m'aident pas, mais au moins ils m'écoutent et passent le relais. On ne dit pas que ça va marcher forcément, mais au moins écouter et passer le relais. Et ça, je remercie vraiment tous mes amis qui sont ici. Je n'ai pas besoin de les citer, mais chaque fois que je cherche un stage pour des jeunes que je ne connais pas, je ne les connais pas. Je n'ai aucune action sur ces gens-là. Mais je veux seulement que quand un jeune dit je veux faire médecine, qu'il fasse médecine. Qu'il fasse un stage de médecine. À Niamey, on connaît très bien. S'il veut faire de l'informatique, mais ce qu'ils veulent, c'est que nos enfants soient plombiers. Je n'ai rien contre le plombier. Qu'il travaille au McDo, je n'ai rien contre le McDo. Mais si mon enfant dit qu'il veut être expert en informatique, il faut que je puisse lui trouver ça. Mais nos enfants ne trouvent pas. Et ils perdent une année en général. Voire plus. Donc, il faut que nous, on apprenne à nous parler, à dialoguer, à communiquer, à échanger, à mutualiser nos compétences. Et nous pouvons le faire parce que nous avons des compétences ici. Ici, je ne vais pas vous le dire, il n'y a que des gens bons. Voilà. Chacun est gros de quelque chose, comme le dit Socrate. Chacun est riche de quelque chose. Ce qu'on voudrait, c'est que le débat soit installé et qu'on fasse des propositions pour tout simplement améliorer les choses. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas avec une pensée déjà. On a nos idées. Mais on voudrait que ça émane, que ça sorte d'ici. Je sais que Seydina avait travaillé sur un projet qui est très intéressant. Sam aussi connaît ça. C'est-à-dire la base. Vous allez collecter les infos. C'est la base qui va parler. Mais si on vient faire un transfert de technologie comme à l'époque de la colonisation, vous ne savez rien, je viens, je vous donne tout. On n'écoute pas l'indigène. Si vous n'écoutez pas l'indigène, ça ne marchera pas. Le local, c'est lui qui vit le terrain, donc c'est lui qu'il faut écouter. Mais si tu viens, tu plaques, mais tu n'auras rien, aucun résultat tangible. Mais si tu tends l'oreille, tu discutes avec, ben, tu auras quelque chose. Effectivement, tout ce que tu vas construire, sera efficace et répondra à un besoin, Et après, maintenant, on peut aller dans des stratégies élaborées, etc. Mais d'abord, c'est le concret et le présent. Et nous avons à travailler sur nos mentalités, à changer nos mentalités, et c'est la chose la plus dure. Parce que nous avons la coutume et la tradition, et alors, il est facile d'introduire la tradition dans la modernité. Il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a pas d'antinomie. J'ai un ami qui travaille beaucoup la tradition et qui l'introduit dans la modernité. C'est un technicien hautement qualifié. Hautement qualifié. Il aurait dû être là, mais il n'a pas pu. Donc, c'est possible. Il ne faut pas qu'on soit toujours bloqué dans nos traditions. Il faut qu'on apprenne à évoluer. Voilà. Maintenant, on va donner la parole à l'assistance. Et je pense que Raymond, alors tu vas être bref, hein? C'est moi qui va. Hein? Je commence tout de suite par ce mot. Tout de suite par Raymond. Hein? Voilà, très bien. Merci. Il me semble qu'il y a eu une tentative de déconstruction de l'européocentrisme, mais nous y sommes retournés et les personnes qui ont présenté leur sujet sont retombés effectivement dans l'européocentrisme. Parce qu'ils ont construit et déconstruit à partir de quelque chose qui s'appelle l'euro. Or, le monde ne s'arrête pas à l'euro. Le monde, il ne s'arrête pas à l'euro. Il faut sortir de l'euro, de nos relations avec seulement l'euro. Depuis le 15e siècle, effectivement, le début de l'esclavage triangulaire, bon, Barca n'est pas là, il est parti. Il y a eu cette historiographie, l'esclavage avec tous ces fantasmes derrière. Mais nous avons oublié de parler de l'esclavage domestique qui existait déjà en Afrique. Nous avons oublié aussi surtout l'esclavage arabe qui a précédé
et qui a plus duré que l'esclavage triangulaire. Et cet esclavage a fait plus de victimes parce qu'en fait, c'était dans tout le monde arabo-musulman. Tidjane Ndiaye. Donc, vous l'avez complètement oublié, mais c'est un travail remarquable où il montre que même dans le monde persan, dans les mondes aujourd'hui qu'on n'ose pas parler, dont aujourd'hui, par exemple, la Turquie est présente un peu partout en Afrique, avec un retour de domination de l'Empire ottoman, donc avec Erdogan, tout ce que ça pose. Mais derrière, n'oublions pas aussi que la Turquie accueille aussi des esclaves africains. La Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, accueillait des esclaves africains. D'autres continents, l'Arabie Saoudite, tous ces pays, les Émirats, accueillaient aussi des esclaves africains. Mais le drame de ces pays, le Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, c'est que les Arabes, ou les autres, comme on les appelle, coupaient les couilles aux Africains pour qu'ils ne se reproduisent pas sur leur continent, sur leur pays. Ce qui fait le nombre invraisemblable de luttes dans ces pays-là. Donc la reproduction, c'est faite dans les pays, effectivement, où l'esclavage triangulaire a existé, et ça a créé des complexités. Aujourd'hui, le candomblé au Brésil, ou ce qu'on connaît aujourd'hui de la société cubaine, avec aussi des voix dominantes, en Haïti aussi, avec le vaudou, etc., etc. Donc, nous avons, le noir n'a pas été détruit, en fait. Avec l'esclavage transatlantique, la pensée nègre n'a pas été détruite. Elle a subsisté dans tous ces pays. J'ai fait un moment le Guatemala. J'étais fasciné. J'ai trouvé mes frères de Caraïbes, des Noirs, à qui j'ai parlé. Et nous devons être fiers, parce que l'histoire du monde est bâtie sur l'homme noir. L'homme noir est le premier être vivant sur la planète. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a aucun être vivant sur la planète qui n'a pas un ADN noir. Il n'y a pas un seul être, je vous dis. Quand j'ai rencontré au Guatemala, les savants américains qui étaient là, et justement, moi qui étais venu comme ça par intrusion, parce que je ne m'avais pas invité, je leur ai dit, mais vous savez, les Toltecs qui sont là, qui sont justement ceux qui ont précédé les Mayas sur cette terre, sont des ancêtres africains. Ils m'ont dit, mais ce Sénégalais, il doit être fou. Mais quand ils ont cherché la taille de ces hommes, ils ont dit, mais finalement, c'est pas si faux que ça. Et ils ont vu aussi les traces de mélamine qu'il y avait dans ces corps. Et pourtant, c'était pas encore, c'était un jeune étudiant. Je venais de finir un DEA d'anthropologie et je débarquais là-bas. Donc moi, par inversion, je vais dire à mes amis, l'Afrique est un vieux continent. L'homme le plus riche du monde a été africain. Kanka Moussa, ne l'oublions pas, avant Bill Gates, avant tout le monde. Et justement, Kanka Moussa, en laissant sa trace pour aller à la Mecque, a fait chuter toutes les cours d'or dans le monde. C'est comme ça que la colonisation est devenue une réalité. Parce que les Européens et les autres ont dit, mais finalement, c'est l'Afrique le continent le plus riche. On va essayer d'aller les voir ce qui se passe. Et les Arabes avaient tracé déjà des routes dans le désert pour le sel et pour l'or, pour le transport après de l'ébène. Donc nous, de notre côté, ce que nous devons construire aujourd'hui, c'est comment sortir de toutes les théories économiques fallacieuses, comme les théories rostoviennes à l'époque, qui disaient qu'il y avait des étapes de développement. Ces étapes de développement n'existent pas. Si on prend l'Asie, qu'est-ce que l'Asie a fait? L'Asie a dit, mais tiens, nous, on a des modèles, surtout le cas de l'Inde, on a des modèles terribles de caste, comme au Sénégal. Et ils ont dit, maintenant, le problème qui va se passer, on va faire bungalow. Ils ont fait bungalow, ils ont fait la traçabilité informatique, ils ont mis tous les moyens pour développer ce pacha, et ils ont réussi. Maintenant, nous, pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous regardons et qui nous fait mal?
Je vais faire court, hein, je vais faire le raccourci. Nous avons digéré les théories de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, etc., etc., etc. Mais je vous préviens, regardez bien. Est-ce que c'est normal que 60 ans après les indépendances, que pour voir l'Égypte, ma terre-mère, je suis obligé d'aller à l'Institut du monde arabe. Donc, qui suis-je? Comme il a dit, un aliéné, purement et simplement. Aucun chef d'État, avec leurs milliards, n'a osé mettre un copec pour créer l'Institut d'égyptologie en Afrique. Là, c'est le premier dame. On a eu Léopold Sédar Senghor, grand maître de la négritude. On a eu après Abdoulaye Wade le panafricanisme, etc., etc. Ils n'ont rien fait pour rétablir l'historiographie africaine en Afrique. Il n'y a aucun institut d'égyptologie en Afrique noire. Si je veux étudier l'Égypte, il faut que j'aille justement vers le monde arabe. Et aujourd'hui, ma mère, ce sont les Égyptiens qui se l'ont appropriés. Et on voit que les pharaons, on casse leurs tombes pour les exhiber sur le monde entier et tout le monde le voit tous les jours. Ça, et que nous ayons une impuissance totale pour dénoncer toutes ces choses-là. Maintenant, si on veut le développement, il y a des choses qui sont claires. Les détournements de deniers publics, ce ne sont pas les Européens. C'est nous. Les détournements de deniers publics, ce n'est pas les Européens. Quand on parle des biens mal acquis, ce ne sont pas les Européens. Je suis désolé. Quand on parle aujourd'hui des tragédies sur le continent, moi je vous dis honnêtement, je donne l'exemple du Sénégal. Sous Senghor, tu allais à l'hôpital, quelle qu'en soit ta maladie, tu étais soigné, tu étais pris en compte. Le libéralisme de Wade, en 2000, justement, Wade est arrivé au pouvoir et ils ont commencé à dire le ticket modérateur obligatoire à l'hôpital. Tu arrives avec un infarctus, tu meurs aux portes de l'hôpital parce que personne ne va te prendre en charge. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans une société aujourd'hui ultra-libérale. C'est le profit qui compte. Et tous les milliardaires que nous voyons dans notre pays, la majorité, en tout cas les fonctionnaires ou les politiciens, sont tous des milliardaires qui ont fonctionné les caisses de l'État. Et dans une impunité totale, et je finirai par une chose, je ne peux pas oublier qu'il y a eu le Titanic. Mais je n'oublierai jamais le bateau de Joola, où la responsabilité politique d'un État a été engagée. Et jamais cet État n'a été condamné. Et jusqu'ici, c'est les perversités du système en Afrique. Le mal africain aujourd'hui, ce n'est pas de dire que ce sont les autres. Parce que l'Asie s'est développée. Moi, j'ai vu Modi, comment Modi aujourd'hui en Inde, développe l'Inde tous les jours. Et ici, on a eu un savant, qui s'appelait Souleymane Ata Diouf. Oui. Ata Diouf qui a accompagné les assises nationales sur le plan scientifique et sur le plan technique. Et Souleymane Ata Diouf, c'était une catastrophe parce qu'il avait créé le bateau et le train solaire. Nos propres États ont refusé de tenir compte de son projet. Il est mort 3 jours après que le président Macky Sall ait signé le contrat du TR. Et Souleymane Ata Diouf, qui avait tellement milité, s'est battu avec Thomson pour valider son projet, il n'a pas pu le supporter. On ne sait pas dans quelles conditions il est mort, mais 3 jours après ce contrat, Souleymane Ata Diouf est mort. Un grand scientifique sénégalais, un grand savant. Et excusez-moi, je finirai par là. Nous avons eu des grands hommes, mais que le Sénégal a oublié. Oui, merci beaucoup. Ce que tu dis est puissant, puisqu'effectivement, pour la Covid, les Antillais avaient trouvé beaucoup de choses, les Africains avaient trouvé beaucoup de choses, mais qui les a écoutés? Comme je vous ai dit, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas et on ne sait pas nous protéger. Les Antillais, le taux de mortalité a été faible, au Sénégal aussi, etc., parce que nos médecins étaient bons et avaient trouvé des choses. À vous maintenant la parole, si vous avez des contributions, qu'est-ce que vous pensez comme stratégie pour développer notre Afrique, pour faire envers l'Afrique, etc. Comme tu l'as si bien dit, le noir est la personne qui est partout dans le monde. C'est au JMC, aux Journées mondiales des cultures africaines que je l'ai su. Je ne savais pas du tout.
Je savais qu'on était un peu partout, mais c'est le seul peuple qui est partout à travers le monde. Et dans l'ADN du monde entier. Mais dans l'ADN, ça c'est... Dans l'ADN, ça on le sait parfaitement. Voilà. Mais là, c'était géographiquement. Voilà. Vas-y, jeune Cham. Bonjour, c'est Adam Cham. Jeune écrivain. J'ai publié un ouvrage que j'ai écrit en 2017 et 2018, qui a été publié en 2020 et qui s'intitule Les chemins de la dignité, Afrique noire qui me voit s'impose. Juste revenir peut-être 1 minute, 2 minutes, je vais prendre la parole sur ce que Raymond venait de dire. Je ne suis pas trop d'accord pour la bonne et simple raison qu'il va falloir qu'on distingue les deux phénomènes, c'est-à-dire l'esclavage arabo-musulman et la traite négrière. Le premier phénomène, c'était des incursions. Les esclaves étaient obtenus à la suite des batailles entre le monde musulman qui venait en Afrique, déjà en Afrique du Nord, et à la suite des victoires, il y avait eu un traité de pacte où les peuples berbères de l'Afrique du Nord s'engageaient à transférer des esclaves qui vont aller traverser les côtes de la mer du Nord pour aller en Arabie. Le phénomène s'est progressé vers les côtes tanzaniennes en Afrique orientale. Le même phénomène des batailles et les vaincus étaient mis en esclavage. Du 7e siècle au, disons, fin 20e, ça existe même toujours en Mauritanie en réalité. Même le phénomène un peu, le terme exact, c'est captif de guerre. Captif de c'est ça, guerre. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le premier phénomène. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, en tout cas, de ce phénomène, c'est que même s'il a existé pendant 13 siècles, l'Afrique a gardé ses spécificités, son identité, sa culture et les productions d'économie continuées. Il y a eu des empires qui sont relayés, il y a eu l'empire du Mali, du Ghana. On a traité on a exploité, valorisé nos minerais. Quand Moussa, s'il est riche, ça devient une activité économique. Oui. Alors que le second phénomène, il est inexplicable dans la mesure où pour la première fois dans l'humanité, des peuples ont décidé d'aller faire des razzias. C'est-à-dire que les Africains ont été razziés. Il y a eu des incursions très violentes. Les Africains, moi je refuse de croire que ce sont des souverains africains qui ont vendu leur population. À mon avis, ça ne s'est pas produit comme ça. Et ce qui a expliqué, pour terminer très rapidement, c'est qu'on ne peut pas étudier ces questions sans prendre en compte le système de production dominant, c'est-à-dire le capitalisme. Et enfin peut-être prendre en compte les systèmes familiaux en Europe et la replace de la religion sur le protestantisme. Donc, je m'arrête à là. Merci pour la contribution. Il faut qu'on aide un peu. Non, vraiment. Les radias, déjà le mot radia, c'est vraiment, ça vient de l'arabe. Donc déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok? Avant l'esclavage transatlantique, les radias, quand on en parle, c'était des incursions donc du monde arabe vers les populations noires et en but de les amener vers d'autres continents. Et avec une violence, mais terrible. Donc, si vous dites que, justement, il y a une excuse là, et d'autre côté... Non, je ne sais pas. Ce sont vos termes. Voilà. Mais ça, c'est bien dommage. Et ça, c'est le problème. C'est le problème que, justement, qu'on a du mal à débattre sur cette question dans notre propre société au Sénégal. Je me rappelle quand Tidjane Ndiaye a sorti son livre, il a été insulté, même par des universitaires sénégalais, qui nous disaient que justement, il fallait taire la question de l'esclavage arabo-musulman, parler seulement de l'esclavage transatlantique, parce que c'est là où on gagnera beaucoup plus de monde. Mais ça, c'est une question abominable. Parce qu'en fait, le problème que ça passe, cet esclavage arabo-musulman a duré plus que l'esclavage transatlantique et a fait plus de victimes et était partout répandu. C'est-à-dire en Iran,
en Perse, en Perse c'était l'Iran, en Turquie, et dans tout, même en Yougoslavie, on trouvait des Noirs. D'accord, mais non, on va distribuer la parole. Ce sera un autre sujet. Alors, Néfréti, vas-y. Moi, Néfréti. Ce que je comprends, c'est que justement cette traite arabo-musulman, voilà, cette traite-là, en fait, ça avait déjà affaibli les royaumes. En fait, c'est ça qui a facilité en fait, le travail, le sale boulot de la traite. Voilà. Et d'ailleurs, ça a aidé la traite. Après, comme c'était rentable, les Arabes préféraient vendre directement à la traite transatlantique les esclaves qu'ils captivaient. Donc, qu'ils capturaient. Et ça, c'est une réalité anthropologique, indépassable et que nous connaissons très bien. En fait, je vais y avoir travaillé avec Meyassou. Moi, je peux en parler. J'y ai travaillé. Moi, je comprends ce point de vue. Il disait que malgré ces razzias arabes, en fait, on a continué. C'est-à-dire que l'économie de nos royaumes ne se sont pas effondrées. C'est ça. C'est-à-dire que ça a commencé au 7e siècle, mais on a quand même l'empire Songhai et l'empire du Mali au 12e, 13e, 14e siècle. C'est un grand empire. Donc, non, n'oublions pas. Si on dit ça, il faut aider les amis. Non, Soudata Keïta combattait l'esclavage. Ok? Je veux dire, en Casamance, les Djola s'attaquaient aux caravanes d'esclaves. Et tuaient tous les esclavagistes, qu'ils soient arabes ou européens. Donc, qu'on ne parle pas de collaboration. Non, je ne parle pas de collaboration, je dis qu'on n'a pas arrêté, c'est-à-dire que la rencontre avec l'Européen a été tellement brutale que tout ça a été... Je voudrais qu'on ressente. C'est ça. Le sujet n'est pas sur l'esclavage. Non. Donc, le propos, c'est justement dans les rapports Nord-Sud, sur quoi justement les phénomènes coloniaux et l'esclavage en est un. Tout à fait. Oui, bien sûr. Il y a la population, il y a plein de choses. Vraiment, c'est pas le sujet central. Effectivement, c'est un débat à part. Vraiment, qui est passionnant. Et qui peut faire l'objet de conférences. Tout à fait. Bien documenté. Voilà. Et vraiment, c'est un exemple, c'est un des phénomènes coloniaux. Voilà. Il faut l'aborder. Il y a un certain nombre de... Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'on se centre vraiment. Voilà, c'est ça. Mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Ça permet de voir d'où viennent les choses et quel a été le point marquant de l'histoire. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand ils disent, et vous l'avez dit, le fait que ce soit plus rentable montre la systématisation et la violence de la chose et la rentabilité de la chose. Donc, et c'est là où le mal que nous combattons aujourd'hui, c'est de là qu'il y a eu le focus. C'est ça. Le point focal. Le point focal. Donc, on va survoler les autres, mais on revient se centrer sur le point qui nous fait encore le plus souffrir et sur lequel nous nous souvenons encore avec beaucoup de soucis. Et en termes économiques, j'ai bien dit que justement, la première révolution industrielle, et justement, les ressorts viennent de cette date, la première révolution industrielle. Et donc, vraiment, il faut le situer dans ces rapports Nord-Sud. Mais tu as raison, c'est un sujet qui nous traverse de l'intérieur. Quand on s'y engage dans la discussion, effectivement, pour s'en sortir, c'est pas facile. tellement de choses à expliquer. Mais il y a une chose que nous... Raymond, non, Raymond, après, Raymond, c'est encore là, je connais bien. Raymond, 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 je sais, pourquoi tu as, parce que Raymond, ça peut te faire avec nous qui. Non, nous, on n'a rien dit encore. Anna, est-ce que voilà, Agnani qui travaille beaucoup sur le développement, donc est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Qu'est-ce que on pourrait... Oui, vas-y. Questionnement est bon. Je suis vraiment content d'être là parce que c'est un sujet vraiment qui me passionne, c'est-à-dire comment se
reconstruire. Très bien. Tout simplement se reconstruire. Comment se reconstruire? D'accord. Mais j'ai quand même il y a un questionnement aujourd'hui, c'est sur la politique actuelle du continent. Il faut savoir que les gouvernants d'aujourd'hui, ce sont des anciens jeunes étudiants d'hier. C'est ça. Ils ont tous vécu ici ou chez nous. Je prends l'exemple des Comores, où beaucoup des gouvernants ont fait leurs études au Sénégal, ont fait leurs études au Maroc, ont fait leurs études ici en France. Ils se sont battus pendant tout au long de leurs études pour une émancipation des pays d'origine. Moi, je ne m'explique pas le renversement quand ils arrivent au pouvoir, où ils deviennent, excusez-moi l'expression, des larbins. Mais bien sûr. Ils deviennent tout simplement des larbins de l'oppresseur. Je vais utiliser des mots durs, parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. Je suis une ancienne élue française. Tout à fait. Je précise. Cela étant, je suis née aux Comores. Moi, je ne suis pas franco-comorienne. Je suis comoro-française. C'est ça. Je suis née aux Comores. Je ne suis pas née en Europe. Je ne suis pas née en France. Et tes enfants sont franco-comoriens. Voilà. Moi, c'est ce que tu m'as appris. Voilà. Je les considère franco-comoriens parce qu'ils sont nés ici. Moi, je suis comoro-française. J'aimerais bien qu'on essaye d'inverser ce genre de choses aujourd'hui. Je suis sénégalo-français. Je suis français, franco-sénégalais. Non. Quand tu es né là-bas, tu as d'abord ton appartenance là-bas avant de prendre la petite carte ou la grande et les petites françaises. Donc voilà, moi, en tant qu'ancienne élue, ou en tout cas politicienne, j'ai aussi cette étiquette franco-comorienne, puisque ça là, par contre, c'est franco-comorien, j'estime que je suis d'abord une comoro-française. D'accord, très bien. N'en déplaise. Donc, moi, je ne m'explique pas. Moi, je suis là, enfin, je suis à la recherche, je suis là, je suis partout. Je voudrais comprendre les frères et sœurs, il n'y a pas qu'il y a qui font des études à l'étranger, qui voient le monde extérieur et qui reviennent au pays sous le joug des oppresseurs. J'ai envie de comprendre, vous qui êtes des savants, vous qui avez fait des recherches, essayez de nous expliquer ce phénomène. Madame, allez-y. Oui. Disons que c'est l'éducation. C'est-à-dire que si l'éducation permettait de nous libérer, jamais on n'aurait eu accès. Donc en fait, moi j'ai tendance à dire la vraie sorcellerie. Au village, on fait des petites sorcelleries, en Afrique aussi. Mais la vraie sorcellerie, c'est le formatage des esprits. Donc vous passez tellement de temps à l'école coloniale qu'après, vous êtes un petit français ou un petit machin contreplaqué. Vous ne pouvez pas servir votre pays parce que eux, ils le savent. En fait, l'école, c'est un projet colonial. C'est quelque chose. Et si on ne comprend pas pourquoi on va à l'école, ben, comme disait Marcus Garvey, il fallait faire l'école après l'école. Et comme on n'a pas fait, nous, c'est comme si votre ennemi, la personne qui a violé vos mamans, tout ça, vous leur donnez le cerveau de vos enfants gratuitement. Il y a un problème. Vous espérez quoi? Vous espérez que ça va donner quoi? Donc là, il faut réfléchir et se dire où est le mal. Le mal, il est déjà, il faut tous les programmes. L'école, c'est des programmes qui s'installent dans votre tête. Mais quand vous n'avez pas de leader noir, vous n'avez rien dans les programmes qu'on vous donne. Même si vous lisez à côté, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Ok. Marie, à toi, Marie. Anne-Marie Biossi, oui. Je suis congolo-camerounaise. D'accord. Nous sommes de la génération née après les indépendances, donc après les années 60. Je suis dans le questionnement comme Madame. Pourquoi le mal du développement? Que font nos chefs d'État? Ils sont peut-être nés dans les mêmes années que nous, peut-être avant. Ils ont fait des écoles occidentales. Moi, je suis scientifique de formation. Pourquoi ce mal? Pourquoi est-ce que nous dépendons, cette dépendance par rapport aux Occidentaux? Il y a j'ai cru de M. Sam, l'AFD, aide au fonds de développement. Cet argent vient d'où? Ça vient des Occidentaux ou c'est de l'argent volé en Afrique? J'aimerais bien savoir. Et pourquoi être autonome par rapport à ces gens-là? Moi, je les appelle ces gens-là les Occidentaux. Et aussi, je me pose la question, pourquoi l'Afrique de nos jeunes qui quittent l'Afrique pour
l'Occident. Pourquoi est-ce que les chefs d'État ne font rien par rapport au travail, aux occupations? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui, je pose la question. Donc, aussi, j'ai entendu le bien mal acquis. Monsieur Sékou a parlé des biens mal acquis, des détournements de nos chefs d'État, les gens qui occupent quand même des fonctions et des hautes fonctions, qui sont amenés à détourner des fonds publics pour leur propre bien et leur famille. Je me pose aussi la question à ce propos. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous été à l'école ici, on est tous des intellectuels. Nous devons être dans la relation du gagnant-gagnant, du win-win. Moi, je ne vois pas un Français ou une Française qui a fait les mêmes écoles que moi, qu'il soit en Afrique, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Rien du tout. Nous sommes dans la même... et en plus, je suis arrivée chez eux, j'ai appris leur langue, j'ai appris leurs études, je me suis enrichie par rapport à eux. Donc, il y a ça. Donc, le mal, en fait, est en nous. Le mal, c'est nos chefs d'État. Il faut sortir les mots. En ce moment, l'Afrique, ça bouge. L'Afrique tremble. Au Sénégal, au Zaïre, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Cameroun même. Partout, l'Afrique bouge. Donc, l'unité. Je vous rejoins. Nous devons mutualiser nos efforts, travailler ensemble, essayer d'enlever un peu nos égos et voir un peu l'avenir. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Anna. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce beau panel, pour ces interventions qui sont d'actualité. L'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles. L'Afrique a besoin de développement. L'Afrique est développée des gens. En fait, on pouvait parler des indépendances, le contexte a été bien établi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui tire l'Afrique vers le haut. Il y a eu une génération qui avait dit que tout dépendait de l'extérieur pour développer le continent. Et quand on voit les tournures aujourd'hui de cette jeunesse qui a envie de changer son destin, quand on voit que le continent est en train de bouger, la jeunesse est en train d'apprendre, parce que la bibliothèque est arrivée au niveau du continent. Quand je parle de bibliothèque, je parle de transition qu'on est en train de vivre. Il faut savoir que les petits objets qu'on a ici, c'est la révolution de l'Afrique. On a près de 600 millions de smartphones. L'information qui était cachée dans les bibliothèques pendant des siècles, pendant des décennies, ces informations, cette recherche, la science, les brevets se trouvent au bout de nos mains. Ce qui fait que ce que je suis en train de dire, probablement, il y a une Camerounaise au niveau de Douala qui regarde en même temps cette information. Ce qui constitue pour nous aujourd'hui la révolution de l'Afrique. Ne minimisons pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs au niveau du Mali qui gagnent plus que toute la diaspora qui est ici, tout en étant là-bas. C'est ce que l'Inde a réussi. Quand l'Amérique donne, l'Inde travaille pour l'Amérique. Je prends l'exemple de la transition digitale comme la Silicon Valley. Tous les directeurs de la Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des Indiens. Et cette révolution, qu'on le veuille ou pas, est en train d'arriver au niveau du continent. C'est pourquoi cette jeunesse a envie de détenir sa richesse. Et les acteurs, par exemple, comme on a parlé de l'AFD, mais il faut parler des BRICS aussi, qui sont en train de faire bouger des lignes. On parle de transition digitale, on parle de financement, et on parle de notre richesse. Il y a 1,4 milliard d'Africains sur le continent. Ne parlons pas des afrodescendants. Ne parlons pas, par exemple, de l'Inde où il y a 400 millions de Noirs, les intouchables. Et si tu vois cette transition, l'envie de blesser
cette souffrance du continent qui est entrée dans notre ADN constitue aujourd'hui le leitmotiv pour cette jeunesse. Et je pense que le Sénégal a intérêt à faire développer notre démocratie, même si cette démocratie est vraiment entachée, parce que si on comprend très bien ce qui se passe au niveau de notre pays, c'est que on est entouré de pays qui ont fait des coups d'État. Cela va en dire beaucoup de choses. Soit les acteurs qui sont sur le terrain, qui détiennent l'économie de notre pays, s'assoient et se disent la vérité, donner la parole à ces jeunes qui ont envie de changer leur destin, et où ça va basculer et ça va grossir aussi cette notion où l'Afrique a envie tout simplement de prendre son destin en main. Vous savez que ça fait ça fait très longtemps qu'on traverse la Méditerranée. Probablement ça fait 10 ans qu'on en parle, probablement ça fait 15 ans qu'on en parle. Mais combien de guerriers, parce que je ne les définis pas comme étant des gens qui quittent le continent pour aller développer notre continent. Ce sont les guerriers du 21e siècle. Ces jeunes qui ont quitté la misère du continent pour aller chercher un avenir ailleurs meilleur, parce que ces smartphones constituent en quelque sorte leur seul moyen de visualiser ce qui se vit. Tu ne peux pas être au niveau du Sénégal, ne pas avoir de l'eau, de l'électricité. Même la Coupe d'Afrique, tu n'es même pas en mesure de regarder la Coupe d'Afrique. Tu es obligé d'aller jusqu'à 5 km pour regarder ce qui fédère le continent. Probablement, c'est les jeux. Mais demain, quand on aura des usines, quand on aura des technologies, comme par exemple, je vais parler de technologies comme l'intelligence artificielle et ou la tokenisation qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau planétaire, où on a près de 15 000 milliards de dollars pour cette transformation digitale. Mais il y a tellement de bénédictions pour notre continent. Moi, je suis naturellement optimiste pour le continent. Je suis naturellement une fille de Cheikh Anta Diop. Je suis naturellement cette génération qui croit que le continent peut régler son problème, vu qu'on crée nos unités de transformation. Mettez, je vous jure, si vous avez 100 femmes qui sont dans la transformation du Bissa, vous allez voir qu'elles seront à mesure de vendre une solution finie et avoir des retours sur investissement. C'est ce qu'il faut au continent. Et les leaders qui sont là, les leaders qui constituent aujourd'hui notre handicap, parce qu'ils ne sont ni du continent, ni d'ailleurs, c'est ces leaders qu'il faudra probablement éduquer. Et les ressources humaines sont là. Les ressources qui sont remplies d'expertise, d'expérience sont là et sont prêtes. Parce que quand on parle de diaspora, la diaspora israélienne a réussi à développer leur pays. La diaspora chinoise a réussi à faire développer le continent. C'est tellement... Voilà, merci Anna. Merci Anna. Alors, parce qu'à 18h, il y a notre ami Karfa qui a un événement juste à côté. On va remettre un prix, et c'est notre doyen Doudou Diène, très très grand de l'UNESCO, qui va remettre le prix. Il est quelle heure là? 17h55, voilà. Donc, Je vais prendre une seconde. Oui. Juste pour répondre à ma soeur. D'accord. Vous êtes qui alors? Je suis Charles Yoba. Charles Yoba, merci. Je suis à 100% avec toi. Et moi, j'ai grandi en France. Je suis dans l'Afrique. Mais je suis plus proche des gens comme Assimi Goïta parce que l'émotion c'est bien beau, le reste c'est du barrage. Donc l'intelligence elle existe. On ne va pas recueillir 60 ans d'histoire ici et là. Ici c'est à l'école. On sait ce qu'il y a à faire. À un moment donné, on a un souci. Je prends le cas du Sénégal, c'est Macky Sall. Quand on voit Macky Sall aujourd'hui, son comportement, qu'est-ce qu'on peut dire? On est déçu. On dit quoi? C'est ça.
Oui, déçu. Moi, j'ai un salaire. Ça dépasse l'entendement. Il n'y a pas que lui, hein. Alors, attends. Ning, vas-y. Après, je donne la parole à Sekou. Les questions que je pose à la piste aujourd'hui sont des questions qui sont terribles. Parce qu'en fait, ce virement au libéralisme peut entraîner que des catastrophes. Parce qu'en fait, ces gens sont des ultra-libéraux. Il est le vice-président de l'international libéral. Et Ouattara est le premier président. Donc le problème qui se passe, c'est que c'est le problème que nous vivons. Et a été aussi le président de l'international libéral en Afrique. Donc voilà le danger que nous sommes en train de vivre. La santé n'est plus gratuite, tout est payant, la vie coûte excessivement cher. Le Sénégal est le pays le plus cher d'Afrique de l'Ouest. Alors, rapidement, l'information que je vais donner, avant de donner la parole à notre ami Ning. Donc, l'événement, c'est la remise du prix Mémoire et Partage. Notre ami qui était là, c'est les 4 fins. Mémoire et Partage. Donc, ce sera juste à côté. Et le thème cette année, c'est Amical Cabral et les créolisations. Lusophone. Il y a une table ronde. Il y a une table ronde avec Pierre Tavares, Fernanda Cabral, etc. Donc, un truc qui est très intéressant juste à côté ici. Rousiller. Je vous le dirai. On va finir rapidement. Ning. Vas-y, Ning. Oui. Tout à fait. Oui. Oui. Je m'appelle Moustapha. Je suis sénégalais, ingénieur en informatique ici en France. Juste le premier sujet, je reviens juste sur le sujet de l'esclavage, c'est pas pour s'éterniser. Oui. Je pense que notre ami a fait un peu une confusion entre l'esclavage et la colonisation. C'est-à-dire qu'effectivement, l'esclavage, c'est ce qui a déstructuré socialement notre continent. Mais en revanche, c'est la colonisation qui a déstructuré politiquement notre continent. Donc, effectivement, il ne faut pas mélanger les deux. C'est pour ça qu'on a vu que lors de la colonisation, effectivement, des royaumes comme le Wano, comme le Cayor, le Fouta, le Sine et le Saloum, etc., ont été déstructurés et détruits par les Occidentaux lors de ce qu'ils appelaient la pacification de l'Afrique. Là, politiquement, il ne faut pas faire le mélange en fait. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement, ce n'est pas important pour nous de faire une hiérarchisation des mots. Voilà, c'est ça. Parce que tout ça, ce sont des mots contre l'Afrique et qui nous ont conduits à notre état actuel. Donc, on l'accepte tous. Nos États aussi, je veux dire, effectivement, il a dit, je pense qu'il n'y avait pas de dirigeants africains qui étaient des collaborateurs, etc. Là, on parle de l'histoire. Quand on parle d'esclavage, on parle de l'histoire. Et en histoire, l'histoire, c'est aussi la science. La science ne dit pas je pense. Elle dit nous savons que. Ce qu'on sait, c'est effectivement qu'il y a eu quand même des gens, par exemple, comme Samori Touré, etc. Ils étaient effectivement des gens esclavagistes. Il y en a eu, ça ne veut pas dire aussi que tous étaient comme tel. Mais effectivement, disons tout simplement que en science, nous savons que. Et le deuxième point, effectivement, c'est pour revenir dans le fond du débat et dire qu'effectivement, moi personnellement, j'ai mis un peu de côté mon espoir vis-à-vis de nos dirigeants. Et je pense qu'il y a deux sortes de changements qu'on peut apporter. Le plus rapide, effectivement, ce serait que ça passe par nos dirigeants, nos chefs d'État, et qu'ils nous accompagnent et orientent la population vers le changement et le développement rapide. J'y crois pas pour l'instant, on verra effectivement ce qui adviendra bientôt. Et le deuxième point, selon moi, c'est ce que j'appelle la révolution douce, et qui passe du coup par la conscience historique et populaire. On conscientise les gens, et de cette façon, on obligera nécessairement nos dirigeants à toute façon à aller dans le sens que nous voulons. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de donner cet exemple comme chez Anta Diop. Il n'a jamais dirigé aucun pays au Sénégal, ni en Afrique. Mais aujourd'hui, la plupart des Africains, la conscience qu'ils ont, et cette volonté justement de repenser l'Afrique, de reconstruire l'Afrique, Cheikh Anta Diop a eu un impact fort. Et pourtant, il n'a dirigé aucun pays. Parce qu'effectivement, il a participé à cette conscience historique et populaire. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont appris de Cheikh Anta Diop et ont compris justement que nous devons nous retourner vers nous-mêmes et repenser notre développement et construire notre continent. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, que les initiatives que vous avez eues aujourd'hui, que je salue vraiment profondément, je pense qu'il faut les multiplier. Et vraiment, je vous dis bravo par rapport à ça, mais pour ne pas être trop long. Merci. Alors, après, on va terminer. Moi, je suis très pragmatique. Oui.
À chaque fois que je sors d'un groupe, il faut que je sorte avec quelque chose. Alors j'ai retenu 3 idées qui vont me permettre d'agir et avec tout ce qui a dit. Premièrement, c'est l'idée de madame qui dit il faut aller à l'école après l'école. Ça dit beaucoup. Ça veut dire qu'il faut aller à l'école africaine. Donc, qu'on soit docteur, c'est bon pour nous mettre en contact, mais il faut retourner à l'école. Il faut aller à l'école après l'école. Donc, c'est bien noté, madame, merci. Deuxième idée, c'est quand on a dit nos guerriers africains. Donc, apprenons à voir désormais la jeunesse qui traverse la Méditerranée comme des guerriers plutôt que des enfants qui ne veulent pas nous écouter. Inversion du sens du raisonnement et nouvelle vision des choses. Troisième solution, c'est éduquer nos leaders. Pour les éduquer, ceux qui sont là, on n'y peut rien. Donc, il faut miser sur la génération qui arrive. Voilà les 3 idées que j'ai retenues. Et comment faire? Alors, nous, on aimerait bien initier des rencontres, des conférences, Sam, des conférences ici, sur cette base-là. Tu as déjà énuméré des sujets, des thèmes. 3 solutions, 3 réponses. Voilà, c'est ça. Et il y a l'idée de la construction de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne se construit pas, ou pourquoi l'Afrique marque le pas. On a des idées là-dessus, hein, sur la mentalité, sur l'éducation, etc., tout ce que vous avez dit. On maîtrise parfaitement ces sujets-là. Moi, je les maîtrise très très bien et je travaille beaucoup sur ces questions-là. Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Quels sont les mots de l'Afrique? Et comme je vous l'ai dit à l'entame, nous sommes nos propres... les mots viennent de nous-mêmes. De nous-mêmes. Et il y a un jeune Camerounais que j'ai découvert qui a écrit un texte qui s'appelle Migritude. C'est l'opposé de négritude. Justement, c'est ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fabrique, c'est le biculturalisme, etc. Qu'est-ce qu'on fait du biculturalisme, etc. Mais il n'y a pas d'antinomie. Il y a seulement des valeurs et une éthique. Une valeur et une éthique. Et Macky Sall nous a déçus parce qu'il avait des valeurs et une éthique. Wade nous a déçus. Il avait des valeurs et une éthique. Et tout ce qu'ils ont dit wahet, c'est-à-dire dire, c'est dédire. Vous avez tout compris. Tout compris. Sur les biens mal acquis, on en a parlé. Donc, la construction de l'Afrique, il y a un ouvrage qui est là sur la reconstruction de l'Afrique. Ça passe par l'éducation et la construction citoyenne. Qu'est-ce que le citoyen africain? Mais il pense à lui d'abord et il dit, il y a une phrase que j'aime pas du tout au Sénégal, ce n'est pas voler qui est interdit, ce qui est interdit, c'est de ne pas partager. C'est une catastrophe. Je te le dis souvent. Sam. Ça, je te l'ai dit souvent. Tu me l'as dit, tu me l'as dit. Je te l'ai dit souvent, je te l'ai dit. Et c'est ce qui se passe. Sam, Je te l'ai pas dit cette phrase. Voilà. Là, on est arrivé au terme. Hein, remercier tout le monde. Oui. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est ces temps de partage. Parce que c'est ensemble qu'on réussira à atteindre les objectifs qui sont multiples et pluriels, parce que le sujet est très complexe, très compliqué, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de très très longtemps. La révolution industrielle. Et donc... Et là, je vais y revenir une minute. Vraiment, c'est comme ça. Pourquoi je vais dire ça? Pourquoi je vais dire ça? Parce que l'on se trompe en fait de sujet. On pense que la révolution industrielle a eu lieu seulement en Occident, ce qui est totalement faux. On allait en Afrique, tous les, comment on appelle ça, tout ce qui était opération compliquée pour les femmes, les gens allaient à Ouagadougou pour le faire. Et c'est là où effectivement, il se passait les premiers laboratoires, les premiers instruments pour faire accoucher les femmes. Et on voyait des gens quitter Israël, quitter partout dans le monde arabo-musulman, partout où ils venaient, justement, là. Et ça, on l'a oublié. Il y a eu cette révolution industrielle. Mais ce qui a fait que l'Afrique a basculé, l'Afrique n'est pas allée du côté de la science, l'Afrique est allée du côté de la religion. Et le fait qu'on a basculé dans la religion a fait que la science a été oubliée. Et en ce moment-là, c'était, comme tu dis, aller à Rome, aller à la Mecque, etc. et dépenser toute notre fortune vers les autres au lieu de reconstruire l'Afrique. Mais toutes les grandes idées, regarde le Code du Mandé, a été inventé quasiment avant les droits de l'homme, mais en termes mandingues. Donc tout ça, ça montre effectivement qu'il y avait un débat. Et quand tu regardes dans le Code du Mandé,
même le cheval, les animaux, ils avaient leur place définie, etc. Et tout ça, on l'oublie. Parce qu'on veut nous dire que justement, avant, c'est pourquoi j'ai dit, il faut déconstruire l'européocentrisme. Et souvent, nous partons de l'européocentrisme pour parler de l'Afrique. Or, maintenant, il y a d'autres continents qui ont fait d'autres élaborations. L'Inde est là, la Chine, le Vietnam, où je suis allé. Et le Vietnam, j'ai été fasciné par une chose extraordinaire. Alors, là, je pense que c'est un sujet de conférence. Ce que vous venez de dire, je pense qu'on ne peut pas tout dire dans une conférence. Ah oui, mais le sujet était axé sur quoi les Européens, leur développement actuel, justement. Vraiment, il faut centrer parce que sinon, on n'en sort pas. Ce que vous indiquez sur les richesses de l'Afrique, les ressorts de l'Afrique, à l'originalité de l'Afrique en matière de créativité, tout ça, bien avant même d'autres, ça c'est un sujet, une autre conférence. C'est une autre conférence. Tout à fait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Nous fera comme d'habitude un petit topo et puis on voit, oui, un petit topo et comme ça on voit quels sont les conférences. Je voudrais présenter cette femme. Fatou Fofana. C'est une femme formidable. Elle fait de l'association. Elle va vers justement ces guerriers qui sont à Port de la Chapelle. C'est ma voisine. Je suis absolument qu'elle vienne vous découvrir. Vraiment, j'ai une admiration. 06 43 54 18 65. Ouais, Fatou, je suis de Casa. Où ça, Casa? Kolda. Ah, Kolda, j'ai des amis. J'ai mes amis. Ah, mais d'accord, très bien, voilà, c'est super. Kolda, merci beaucoup. Parce que je suis de en fait, c'est Témanto. C'est à mon numéro de je viens de oui, très bien, très bien. Ok, merci. Merci, madame.